Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire ce matin, qui est le 3e webinaire que l'on fait en partenariat avec Fanny aujourd'hui. Webinaire organisé donc par la Cité de la RSE et de l'Impact en partenariat donc avec Fanny et ACAP10. Pour ceux qui ne connaissent pas Oikos Impact, donc c'est une plateforme d'accompagnement des entreprises pour devenir plus vertueuses, plus responsables et pour la performance durable. On s'appuie pour ceci sur une plateforme digitale qui elle-même a plusieurs outils, une Impactothèque avec un certain nombre de documents, webinaires, MOOC, podcasts que vous pouvez consulter et qui vous permettent d'en savoir plus sur tous les sujets de la RSE, un outil d'évaluation et de diagnostic, mais également Wiki Impact qui est le Wikipédia de l'impact. On a également un blog, c'est dans le cadre de ce blog qu'on fait cette programmation avec des interviews, des émissions et des webinaires. Le blog, je vous mettrai le lien dans le chat, comme ça vous pourrez aller le consulter. Ce blog permettra de rendre disponible le webinaire présent en rediffusion d'ici une quinzaine de jours. Donc n'hésitez pas, il sera également sur la chaîne YouTube de la Cité de la RSE et donc de Rémi de Merseman, notre président. Vous pouvez également vous y abonner. Pour les petites règles de ce webinaire ce matin, donc Fanny va nous faire une présentation. Inutile de tout scriber puisque la présentation, on vous l'envoie de toute façon. Vous pouvez poser à tout moment vos questions dans le chat. Je n'hésiterai pas à les relayer à Fanny, comme ça, voilà, on pourra échanger. Surtout, ne vous retenez pas. C'est l'intérêt de pouvoir discuter ensemble. Dans le chat, vous pouvez également commencer par peut-être nous dire qui vous êtes. Comme ça, on en saura un petit peu plus sur vous. Et donc, je vais laisser Fanny se présenter et nous présenter le sujet du jour. Oui, merci beaucoup Hélène pour cette introduction. Ça a permis aux retardataires de connexion de s'associer. Puis bon, ce sera beaucoup plus intéressant, effectivement, comme tu l'évoquais, de pouvoir échanger selon les horizons de chacun et chacune sur le sujet. Parce que moi, je vais vous parler du sujet du partenariat que j'explore depuis 20 ans, que je pratique mon métier. Mais chacun d'entre vous, vous pratiquez le partenariat, peut-être avec des moyens, des manières différentes. Et donc, du coup, ce matin, on va tous s'enrichir. Moi, je suis là pour vous reporter et vous rapporter mon point de vue et mon approche de ce que j'entends par le partenariat équitable. Et puis, je me ferai une joie de pouvoir entendre vos retours, vos impressions, vos ressentis. En tout cas, c'est comme ça que je procède. Effectivement, Hélène vous l'a dit, le support que vous allez voir projeté, il vous est destiné, alors effectivement, il me sert de fil conducteur pour ne pas m'éloigner du sujet, mais il a été conçu pour que vous puissiez vous aussi vous en servir ensuite. Donc, j'aurai plaisir, Hélène et ou moi, à vous l'envoyer, quoi qu'il en soit. Voilà. Donc, effectivement, 3e webinaire que j'anime pour la Cité de la RSE, avec l'accueil d'Hélène notamment. Et j'en remercie parce que du coup, c'est une opportunité pour des professionnels comme moi de pouvoir conceptualiser des pratiques que l'on a sur le terrain. C'est un effort, ça nous demande un effort de reporter notre observation de terrain. Et donc, c'est un exercice qui est intéressant. Merci aussi pour du coup cette organisation qui me permet aussi d'avoir des interlocuteurs qui sont intéressés par le sujet, puisque effectivement les termes que j'utilise bien souvent tournent autour de l'éthique, de la déontologie. Et aujourd'hui, après avoir vu des sujets un peu différents de moi, oui, il y a la permaculture appliquée à l'intelligence économique que nous avons vu. Nous avons vu la pratique du développement commercial éthique et déontologique. Voilà, donc aujourd'hui, on applique en fait la pratique du partenariat équitable en stratégie d'alliance. Voilà, donc c'est un sujet, j'espère, qui, en tout cas cet angle de vue, qui va vous interpeller, vous intéresser et sur lequel il y aura des échanges. Voilà comment je vois le déroulé. 3 temps. On fera un premier point sur la cartographie du partenariat, c'est-à-dire de faire un point de que sont ces objets et ces formes de partenariat, pour qu'on soit bien clair sur ce qu'on entend tous ensemble, la notion de partenariat, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Un point sur la bourse au partenariat, pour bien se rendre compte qu'en fait, que toute entreprise détient ce qu'une autre n'a pas ou peu.
Et on va voir que voilà, il ne faut pas complexer, mais on peut être source de partenariat et offrir un objet même si on est tout petit. Troisième point, c'est le copilotage du partenariat. Effectivement, le mode projet est une base de garantie de relations de confiance entre deux partenaires. Donc, on verra un point comme celui-là. Et comme Hélène, la dernière fois, avait aimé mon petit bonus, j'ai glissé un petit bonus à l'issue du déroulé. Voilà. Et bien entendu, excusez-moi, il y aura le temps d'échange et de partage qui, j'espère, sera suffisant, mais normalement, dans le timing, tu me guideras. Je n'ai pas mis le chrono, hein, parce que je n'ai pas l'heure à la fin, mais ça va, ça devrait le faire. Bon, je vais juste boire une gorgée de mon thé, hein, parce que je vais m'étouffer. Bon, alors, l'association des compétences et sources d'excellence. C'est mon leitmotiv et aujourd'hui, avec le thème que nous abordons, il est quand même judicieux de l'aborder. Alors, qui je suis? Moi, je suis Fanny Linière, je suis développeur économique. Je suis issue d'un parcours universitaire en sciences économiques et sociales, où justement, j'ai eu un diplôme d'ESS d'intermédiation d'acteurs. Donc, je pratique depuis 20 ans l'intermédiation d'acteurs au profit donc, des TPE, des PME, sur des parties stratégie économique et développement commercial. J'ai créé il y a 9 ans, Acabdis, qui en fait me permet d'amener mes dirigeants de TPE, PME, mes étudiants, mes stagiaires, à monter en haut du cou de la girafe pour analyser une situation. Prendre une décision avec le cœur, et puis descendre au niveau des pattes pour agir. Nous analysons, nous décidons, nous agissons. Acabdis est un acronyme. Il permet en fait d'accompagner des acteurs qui ont des projets de développement, d'intermédiation et de synergie. Voilà, donc ça me permet, moi, en fait, de co-définir du projet commun. Ça signifie aussi de définir une définition partagée de la stratégie, d'organiser la gouvernance, de mettre en œuvre la collaboration, de management, pratiquer le management transversal. En fait, en somme, en 3 points, j'identifie des points de convergence, je dépasse les intérêts spécifiques et je sais décupler l'efficacité collaborative. Alors, j'ai mis quelques exemples de mes références, mais la Maison du Vélo de Caen, des écopoles, une coopérative d'activité d'emploi, ressourcerie, recyclerie, un tiers-lieu dernièrement, je ne l'ai pas mis, je crois, dans la liste. Voilà, donc dès lors qu'il y a une interaction d'acteurs. Et en fait, mes 4, voilà, oui, j'avais oublié ce petit point, expert en projet multi-acteurs. Je transmets des outils et des méthodes pour concevoir et manager une stratégie économique et commerciale du projet d'alliance. Et donc, je disais, mes 4 piliers d'Acabdis, c'est l'intelligence collective, le mode projet, le faire, parce que je ne peux pas faire, mais je suis avec, je fais, et le sens, c'est-à-dire que j'associe toujours le business à la vie des individus. Voilà, ça c'est pour l'entrée en matière, pour que vous sachiez en fait qui vous parle et de quel point de vue je parle. Voilà. Alors, ce premier temps, c'est la cartographie du partenariat. Je vous ai dit dans la cartographie, je veux voir avec vous les objets qui peuvent faire partie du partenariat je pense que ce n'est pas les objets, mais on va voir. Et puis le format. Alors, déjà dans les notions du partenariat, qu'est-ce qu'on entend déjà dans partenariat? La définition que j'en apporte, c'est en fait que des collaborateurs, des acteurs collaborent en s'associant et en associant leurs moyens. Alors, ça peut être des moyens humains, techniques, matériels, financiers, d'accord? Et ceci tout en conservant leur autonomie. Donc ça, c'est important à bien noter. La définition du partenariat, elle est là. On associe des moyens, mais on garde l'autonomie. Le partenariat durable, quel est-il? Selon moi, c'est le respect de l'équilibre entre des intérêts spécifiques des partenaires. Chaque entreprise peut viser l'améliorer une situation, résoudre un problème interne, préserver l'équilibre d'un business model. Ça, c'est propre à chacun. Mais dans cet équilibre du partenariat durable, c'est associer des intérêts spécifiques avec un objectif commun qui fait l'objet du partenariat. Et qu'est-ce que j'entends par partenariat responsable? Le partenariat responsable, en fait, ce sont des partenaires qui co-rédigent le cahier des charges. C'est-à-dire que ce n'est pas un cahier des charges qui est imposé aux autres, c'est un cahier des charges qui est discuté et dans lequel on va trouver les missions de chacun, les responsabilités respectives, les obligations. Donc, voilà, moi, en tout cas, les notions clés qui me semblent importantes à partager ce matin sur la notion du partenariat. Je le répète, vous aurez donc le support. Les différentes formes de partenariat. Alors, moi, je vous propose un graphique pour arriver à mesurer, en fait, ce qu'on entend par partenariat. Déjà, il y a des partenariats qui peuvent être plus ou moins durables dans le temps. Un partenariat qui est ponctuel, qui peut durer le temps d'un contrat, et un partenariat qui peut être beaucoup plus long et investi dans le temps.
Et également, il y a le partenariat, le niveau d'engagement qu'il faut aussi mesurer. Il peut y avoir un partenariat qui, comme je disais à l'instant, le temps d'un contrat, voilà, je vends, j'achète, c'est un partenariat, quel qu'il soit, jusqu'à un niveau d'engagement qui est beaucoup plus important, qui peut être juridique et financier. Par exemple, on peut avoir donc ce partenariat dont je vous parlais, un fournisseur de matières premières qui vous fournit la matière première, vous choisissez avec lui la matière qu'il vous faut, etc. Le temps de passer la commande, il édite la facture, vous la réglez, le partenariat est terminé. C'est du partenariat, hein, c'est la rencontre de deux intérêts. Il peut y avoir un partenariat un peu plus important, un peu plus long dans le temps et un peu plus engageant. J'ai pensé notamment, quand j'ai conçu le support, à un chalet de Noël que des artisans pourraient partager et que j'avais accompagné à partager sur Besançon avec la coopérative d'activité d'emploi que j'avais gérée. J'avais donc un chalet partagé. Ça peut être un étal que l'on partage, ça peut être donc voilà, le temps d'une collaboration commerciale. Donc on voit que c'est court dans le temps et on voit que le niveau d'engagement, ça va être de partager son temps à tour de rôle pour la tenue du stand. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Il y en a un autre, bien sûr, j'en ai prévu 4 d'étapes, ce n'est pas exhaustif, bien sûr, mais le groupement d'entreprises. Un groupement d'entreprises dans une stratégie économique, dans une approche commerciale, du coup, c'est un engagement qui est plus long dans le temps, nécessairement, qui peut être le temps de la réalisation d'un nouveau produit. Hein. On associe donc des compétences pour créer un nouveau produit et s'ouvrir sur un nouveau marché. Forcément, l'engagement dans le temps est beaucoup plus important, mais l'engagement également dans le niveau d'engagement juridique, financier et en mobilisation de temps est plus important également. Allez, un petit dernier pour la route, et qui n'est pas le dernier, mais bon, en tout cas, pour l'exemple, pour rasseoir un petit peu ma présentation, la prise de participation. Hein, lorsqu'on prend des parts dans une société, il y a un niveau d'engagement dans le temps. Généralement, on ne prend pas des parts de manière assez ponctuelle. Et puis, on s'engage à la fois, financièrement, c'est une chose, mais également dans la gouvernance. D'accord ? Voilà, donc ça c'est important qu'on puisse aussi s'entendre sur où on situe le curseur du partenariat et on s'aperçoit qu'en fait on peut parler de partenariat et au pluriel vraiment parce qu'on est dans notre écosystème en permanence à gérer du partenariat. Voilà. Donc la bourse au partenariat, et c'est là où justement je vais vous parler de ces objets de partenariat. Parce qu'effectivement, on se dit, bon, ok, je vois le degré de partenariat, on peut parler de partenariat dès lors qu'on peut contractualiser avec un fournisseur. Donc déjà, ça donne une autre dimension, une autre perception, une autre vision de ce qu'on peut entendre par le partenariat. Mais allons plus loin. Qu'est-ce que moi, en tant que toute petite entreprise, je peux prétendre à apporter dans un échange de partenariat? Qu'est-ce que j'ai? Donc, je vous propose justement d'observer qu'est-ce qui pourrait faire objet de partenariat. Et encore une fois, ce n'est pas exhaustif, hein, c'est un angle de vue qui est le mien dans mes pratiques professionnelles. Donc, selon les secteurs d'activité que vous, qui m'écoutez, pratiquez, il y a peut-être des choses que vous ne vous retrouverez pas et au contraire que vous pourrez alimenter dans mon exposé. Donc, il y a l'équipement qui peut faire un objet de partenariat. Nous partageons, alors celui qui me vient en tête, puisque je viens d'une famille de viticulteurs, c'est la coopérative viticole qui partage un bien de production. Mais l'équipement, ça peut être une flotte de véhicules. Hein, donc, ça peut être un objet de partenariat, de mutualiser un moyen. À plus petite échelle, la mutualisation d'un photocopieur, j'ai vu ça. Bon, par exemple, c'est la mutualisation. Il y a la mutualisation de compétences. Une entreprise a des compétences que je n'ai pas, on peut faire de la mise à disposition. C'est du partenariat. Ou de la sous-traitance. C'est une relation de partenariat qui fait que j'ai les compétences qu'une autre n'a pas et on contractualise de manière à ce que je puisse faire profiter, avec un échange, bien entendu, une autre entreprise de cette compétence que la personne n'a pas. Il peut y avoir l'unité de production. On a une unité de production. Donc là, j'ai accompagné il n'y a pas longtemps quelqu'un qui a mis au point un composteur pour les restaurations collectives. Et en fait, il avait besoin d'une unité de production. Et en fait, il a mutualisé une unité de production le temps d'atteindre un volume d'activité qui ne pouvait plus mobiliser exclusivement pour lui cette unité de production. Mais ça permet d'avoir un effet levier et de se laisser le temps de démarrer, de convaincre des financeurs, de convaincre des partenaires, de se rassurer soi-même sur l'équilibre de son modèle économique. Mais l'unité de production, ça peut être effectivement un moyen partageable.
L'autre objet, c'est la notoriété. Vous êtes connu dans le milieu sportif, je veux apporter du conseil aux coachs sportifs, justement. Peut-être on peut créer un partenariat en réalisant une activité en m'appuyant sur votre notoriété. Et vous, on peut négocier autre chose sur l'échange de ce partenariat. Vous noterez que dans un partenariat, il y a toujours échange. Voilà, on peut surfer sur la notoriété d'un partenaire. Le système d'information, le réseau, le système d'information peut être un objet de partenariat. Qu'est-ce qu'on a? Le financement. Le financement est souvent un des premiers objets de partenariat. Nos banquiers sont nos premiers partenaires. Eh oui. On a tout ce qui est brevet et d'innovation qui peuvent faire l'objet de partenariats également. On va le voir d'ailleurs un peu plus loin. Qu'est-ce que je vous ai mis? La R&D nécessairement. Je vous ai mis aussi la zone de chalandise. Un partenaire a une implantation sur une zone de chalandise et donc on peut créer un partenariat d'échange pour pouvoir justement surfer sur sa zone de chalandise et augmenter la vôtre pour le coup. Et la typologie client. Vous voyez, je pourrais en rajouter d'autres, mais me venait un dernier point qui est, vous voulez élargir votre segmentation de clients. Aujourd'hui, vous n'avez que des particuliers et vous souhaitez aujourd'hui peut-être viser plus les marchés publics. Des fois, de s'associer à un partenaire qui est identifié par les partenaires publics, c'est une forme de partenariat qui vous permet effectivement, donc voilà, donc vice-versa, ou vice-versa, vous êtes identifié sur le marché public et puis on vient vous voir justement pour pouvoir arriver à rentrer sur cette zone, sur ce marché. Donc, vous voyez que les objets de partenariat, vous en avez plein vous-même, plein dans votre entreprise. Tout peut être source de relations partenariales et quelle que soit la taille, on va le voir. Là, je vous présente en fait des exemples de vécu. J'en ai présenté 3, je crois. J'en ai prévu 3. Dans le cas de figure, en fait, je disais que donc j'avais géré une coopérative. Et en fait, là, je vous donnais l'exemple de 5 artisans. Donc, vous voyez, ces artisans ont chacun donc un métier à gérer, qui est le métier technique, la gestion des chantiers. C'est un métier très dur, qui est très physique, donc on est fatigué quand même en fin des journées, en fin de semaine. Et en plus, il faut gérer la relation commerciale avec des clients, des particuliers. Et en fait, la relation commerciale est simple pour personne et encore moins pour eux. C'est vraiment quelque chose qu'ils n'apprécient pas beaucoup, qui est vraiment vécu comme voilà, assez compliqué pour eux. Donc, voilà, ça, c'était des efforts. Et ça veut dire que ce temps qu'ils réalisent, qu'ils mettent un parti pour le développement commercial, ils ne l'utilisent pas pour les chantiers. Et en fait, en créant une relation commerciale mutualisée, ces 5 du coup artisans ont pu à la fois réduire ce temps commercial voilà, pour lequel ils n'avaient pas forcément d'appétence, mais ils ont pu également s'ouvrir sur d'autres marchés. Et en fait, ils ont élargi leur typologie client. C'est-à-dire que non seulement ils avaient du client particulier, mais ils ont pu s'ouvrir en se positionnant à E5, sur des marchés publics, à s'ouvrir sur du marché public. Et du coup, de sécuriser leur business model, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois deux sources de financement, du particulier et du public. Les particuliers sont des toutes petites factures qui se succèdent et qui sont difficiles à gérer. Le public, ce sont des grosses factures qui, quand elles arrivent, c'est sécurisé aussi, mais elles arrivent plus longtemps dans le temps. Et du coup, dans le business model d'un artisan du bâtiment, c'est très intéressant d'avoir ces deux typologies-là. C'est beaucoup plus sain d'un point de vue gestion. Donc, le partenariat a permis et s'appuyer sur en fait un élargissement de la typologie client. Deuxième exemple, on a donc en fait 5 TPE. En réalité, elles étaient 7, mais bon, pour l'esthétique du schéma, je n'en ai fait que 5. Les numéros que vous voyez, ce sont des départements. Donc, on a le département 84, le 07, le 48, le 30, le 34, qui sont en fait 5 TPE qui sont autour de l'assainissement des eaux, de la gestion des déchets, etc. Et qui décident d'avoir une communication commune parce que justement, comme leur nom l'indique, TPE, toute petite entreprise, elles avaient des difficultés à communiquer. Et en fait, en mutualisant une communication, ça leur permettait d'avoir une couverture territoriale et du coup d'élargir leurs relations commerciales, c'est-à-dire avoir un argument sur la couverture territoriale. C'est-à-dire que vis-à-vis de leurs clients, ils pouvaient effectivement prétendre qu'ils couvraient un plus large territoire que leur seul département. En fait, qu'est-ce qu'on peut dire? Que l'objet du partenariat, c'est la zone de chalandise. C'est ce qui les a motivés. Et en fait, à AE5, ils ont pu couvrir et avoir une renommée et
une communication sur un territoire beaucoup plus important. On a une petite question, Fanny. Oui, oui, oui. Pierre qui nous dit « Je pensais que Scope était pour des salariés ». Oui, alors est-ce qu'on peut développer le sujet tout à l'heure des scopes? On va. Parce qu'on peut, enfin, je peux, hein, mais bon, alors je vais couper là-dessus, puis je vais dire OK. Alors, tout ce qui est coopérative d'activité d'emploi, SCOP ou SIC, hein, Société coopérative d'intérêt collectif, leur principe, c'est un portage salarial. C'est-à-dire, en France, de toute façon, on ne peut pas récupérer de la rémunération d'activité en dehors de deux principes, le numéro ciré ou le bulletin de salaire. En dehors de ces moyens-là, c'est-à-dire je travaille, je me rémunère soit en me déclarant avec un numéro ciré et c'est un client qui me paie, je facture, soit je réalise une activité et c'est l'entreprise qui m'embauche qui me rémunère. En dehors de ça, c'est ce qu'on appelle bosser au black. Donc, en fait, aujourd'hui, les coopératives d'activité d'emploi utilisent un système, c'est qu'elles prêtent un numéro ciré. C'est-à-dire qu'il y a un numéro ciré pour autant d'activités qu'il peut y avoir quand elles sont généralistes. D'accord ? Et pour pouvoir, chaque activité est rattachée à ce numéro ciré, donc ça permet de mutualiser des frais d'assurance, de comptabilité, de banque, de comptabilité, d'administratif, enfin voilà, ça mutualise, hein, c'est justement l'outil de production qui est mutualisé. Et justement, donc, c'est chacun de ces entrepreneurs, pour pouvoir se rémunérer directement de leur propre activité, on doit le régulariser, en tout cas pour ce qui est en France, avec un contrat de travail. Donc, oui, effectivement, au niveau de la question, juridiquement, ces gens sont salariés aux yeux de la loi, mais dans les faits, ils sont entrepreneurs. Et c'est tout un militantisme dont je fais partie, qui est une nouvelle forme d'entrepreneuriat, qui est un entrepreneuriat protecteur, qui permet de préserver la personne physique et son ménage, hein, et sa vie privée, grâce à un statut qui leur permet d'avoir une couverture sociale, maladie, sécurité, retraite, mutuelle. Bien souvent, les coopératives suffisamment musclées financièrement peuvent ensuite mettre en place une mutuelle et de mutualiser tout ça. Donc, effectivement, ces 5 artisans-là avaient un statut de salarié, mais dans les faits, c'est eux qui allaient chercher leur chantier. Dans les faits, ils sont entrepreneurs. Dans les faits, c'est eux qui négocient. Dans les faits, c'est eux qui réalisent les devis. Et donc, ça n'empêche pas. C'est qu'aux yeux de la loi, ils étaient juste salariés. Mais dans les faits, ils sont entrepreneurs. Je ne sais pas si ma réponse a clarifié. Pierre. Je pourrais faire un webinaire entier hein, sur les scopes et les SIC. Pierre a dit que c'était très intéressant et que c'était parfait, que c'était OK. Donc, super. Bon, génial, merci. Donc, on était sur les activités d'assainissement. Ah, on part aux Antilles, là, maintenant. Voilà. Alors là, c'est une entreprise pour laquelle j'ai fait un article de recherche il y a 4 ans, je crois. Et en fait, il s'agissait d'une entreprise qui réalisait de la charpente métallique il y a quelques années. Et en fait, il y avait donc, vous voyez, l'unité commerciale ACMS, qui était donc l'activité commerciale qui recherchait des marchés sur les Antilles. Et il y avait donc une entreprise de montage de ses propres charpentes métalliques aux Antilles aussi. En métropole, il y avait donc un bureau d'études et une unité de production. Ces gens-là se sont associés, hein, chacun avec une expertise, chacun avec leur unité de production. Et en fait, en associant leur activité, ils ont pu à la fois être performants dans leur propre unité de production pour pouvoir investir, notamment l'unité de production, investir dans les nouveaux moyens de montage, les bureaux d'études, dans les nouveaux logiciels, recruter toujours des gens relativement experts. Et en fait, ça leur a permis, en mutualisant cette unité de production, de contrer les multinationales qui, elles, avaient largement les moyens d'avoir toujours un niveau de productivité toujours performant. Et c'est vrai que si une seule entreprise avait eu les 4 métiers réunis en un seul, elle n'aurait pas pu aller de front et pouvoir rendre performant l'ensemble de ces 4 métiers parce qu'il s'agissait vraiment de 4 métiers. Et pour la petite histoire,
s'il y en a eu 4, c'est parce qu'avant, il y en a eu une. C'est-à-dire qu'en fait, ces 4 métiers, pour en avoir discuté, qui avait fait l'objet de l'article de recherche, c'est qu'une personne avait expérimenté les 4 métiers et qu'elle voilà, elle a fait faillite parce qu'elle n'arrivait pas à tout gérer. Et donc, l'article de recherche a été justement l'analyse de cette stratégie d'alliance, la pertinence, où chacun gère son propre métier avec sa propre unité de production, en veillant à ce qu'elle monte en compétence, cette unité de production, et elle soit performante. Donc, chacun, avec son cœur de métier et en s'associant, ont pu lutter contre les multinationales et ont décuplé, c'est-à-dire que cette première entreprise dont je vous parlais, où ils maîtrisaient tout, a mis 10 ans pour atteindre le niveau de chiffre d'affaires qu'eux ont atteint en 2 ans. Voilà, donc c'est pour ça que du coup, l'association des compétences est source d'excellence, parce qu'effectivement, voilà, donc en 2 ans, ils ont atteint le niveau de chiffre d'affaires que la précédente qui utilisait ces 4 métiers à la fois, avec tout le management que ça comporte, avait mis 10 ans. Voilà, donc ça c'était, je crois, vous avez mis 3 exemples là-dessus pour voilà, vous montrer comment ça se manifeste au quotidien, quoi, hein. Et autre chose aussi, c'est que j'interviens dans des pépinières, hein, des incubateurs, j'accompagne des entreprises innovantes et notamment des entreprises en innovation sociale. En ce moment, j'accompagne une personne qui crée des savons, voilà, des savons permacolle. Et donc, du coup, je suis interpellée, voilà, par le fait qu'on se dise, oui, mais bon, moi, je suis petite TPE, naissante, souvent j'entends, je suis une petite entreprise. Non, on est une entreprise, quelle qu'elle soit, à une échelle plus ou moins importante. Et on se dit, mais finalement, ces grands groupes-là, moi, je peux pas faire face, je peux pas démarrer, etc. Et en fait, si je voulais aborder ce point-là, c'était pour vous dire qu'en fait, quand on est une start-up et qu'on est une entreprise indépendante, on a beaucoup plus de souplesse, de flexibilité, d'agilité, ça c'est le mot à la mode, hein, l'agilité, où on innove beaucoup plus facilement. Et en fait, on peut avoir ce que des grands groupes n'ont pas. Et oui. Preuve à l'appui, alors je ne dirai pas les noms parce que je n'ai pas eu le temps de leur demander l'autorisation, mais par exemple, un partenariat avec Decathlon, une start-up qui met au point dans l'Hérault un mini compresseur à vélo où il suffit d'appuyer sur un bouton pour gonfler la roue du vélo. Et en fait, le partenariat a été de commercialiser chez Decathlon ce produit d'une toute petite start-up paumée dans une zone rurale au fin fond de l'Occitanie. Oui, a réussi à décrocher un très gros contrat avec Decathlon. Donc, c'est possible. J'ai pensé aussi à une autre start-up, pas loin de, alors je suis dans le bassin de Thau, hein, à côté de Montpellier, à Sète, et j'en ai une autre aussi avec laquelle je voulais traiter, puisqu'il y a à peine 2 ans, cette entreprise a été rachetée par Total Energy. C'est une entreprise qui avait mis au point, donc c'est une petite entreprise où avec une dirigeante, une femme dans le milieu du bâtiment, qui met au point des systèmes de photovoltaïque pour les particuliers. Elle a des équipes, elle a des salariés, et en fait, Total Energy a adoré en fait le principe. Elle avait quand même cogné à la porte, hein, et ils ont racheté son opération et ils l'ont même salariée. Elle a été donc dirigeante pendant 2 ans de l'entreprise qu'elle avait elle-même créée, et elle a été salariée. Bon, et entre-temps, on s'est revus et elle a décliné et elle a recréé une nouvelle entreprise, une nouvelle start-up. Voilà. Quand on a la création dans la peau, on ne se contente pas du salariat. Et le petit dernier pour la route, qui est phénoménal, donc c'est avec L'Oréal. C'est une entreprise donc industrielle du côté d'Alès, dans le Gard, qui a mis au point en fait des systèmes en nanoparticules, de la nanoparticule, et justement la nanoparticule intéressait L'Oréal, et le partenariat qui s'est tissé est extraordinaire, hein. Même moi j'ai du mal à imaginer comment les choses ont pu être mises au point, mais ce dirigeant à l'époque a rencontré L'Oréal et leur a proposé qu'ils mettent à disposition leur unité de production en guise de test, et ce dirigeant était un laborantin, était un chercheur qui sortait de l'école des Minalès et qui pouvait renvoyer l'ascenseur en fait dans l'échange, hein, l'objet de partenariat du coup entre l'unité de production, échange contre articles de recherche sur la performance de l'outil de production que mettait à disposition L'Oréal. Et comme ça en fait cette industrie a pu démarrer à Alès
sans aucun investissement, puisque l'unité de production coûtait pas loin de 300 000 euros, sur un échange enfin de bons procédés. Pour un grand groupe, 300 000 euros, c'est une paille, quoi. Donc voilà, des exemples comme ça, j'en aurais plein. Les propres entrepreneurs qui ont été face à ces négociations-là sont des témoignages extraordinaires, hein, que j'ai vécu moi-même et qui sont extraordinaires à rencontrer. Quand on les entend, ils sont audacieux, ils n'ont pas froid aux yeux et ils y croient. Et je pense que c'est ce qu'il faut qu'on retienne. Et dans mon petit sous-titre de dire, voilà, ce que l'une a, l'autre ne l'a pas ou peu, c'est valable dans tous les sens. C'est pas parce que l'entreprise est énorme et immense. Au contraire, quand on est petite entreprise, on est flexible, on est souple, on est agile, et c'est beaucoup plus dur de soulever des gros moyens dans des gros groupes. Ça manque d'agilité souvent. Voilà, il forme tout le monde à l'agilité, mais c'est dans l'esprit en fait. Et l'esprit entrepreneurial, on ne peut plus l'avoir quand on est salarié dans des grands groupes. Bon, ça, c'était Fanny Linière. Bon alors, du coup, le troisième point que je voulais voir avec vous, du coup, c'est effectivement, alors des partenariats. Alors, comment faire un partenariat? Alors, on vient de terminer sur l'histoire des gros groupes. Comment on peut créer un partenariat équitable? C'est facile à dire. Enfin, voilà, la sous-traitance déjà, comment elle peut être équitable, toutes ces relations-là. Enfin, du coup, je vous parle du copilotage du partenariat. Comment on peut le mettre en place? Il est important en fait que vous, en tant qu'entreprise, vous sachiez déjà l'objectif qui vous est propre à vous. Est-ce qu'il s'agit pour vous de diversifier votre activité et d'élargir votre offre? Est-ce qu'aujourd'hui, votre entreprise a besoin d'accéder à de nouveaux marchés? Est-ce que vous avez besoin de valoriser vos compétences? Est-ce que vous avez besoin de rentabiliser un équipement, limiter les risques techniques, accélérer l'entrée sur le marché? Bon, ce n'est pas exhaustif, vous avez vu, mais quel est votre objectif à vous d'entreprise? C'est parce que vous aurez, vous, identifié ce que vous souhaitez à court ou moyen terme, qu'à ce moment-là, vous saurez quels sont les moyens de partenariat possibles que vous pourriez activer. Il pourrait s'agir, par exemple, de compétences, ou bien peut-être d'activer une action commerciale. Est-ce que c'est d'atteindre une taille critique qui vous permettrait du coup d'accéder à un nouveau marché, ou bien de trouver des mises en relation? Est-ce qu'il s'agit d'activer une action commerciale et de partager un effort financier ou un effort humain? Est-ce qu'il s'agirait de la taille critique? Et qu'est-ce que je t'ai mis encore? La mutualisation de matériel pour pouvoir accéder à cet objectif. L'action commerciale partagée et les mises en relation. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc ça, c'est super important parce que à un objectif, il y a un moyen. Et donc, ça permet de forcément faire référence à vos propres moyens à vous. Ah voilà, je savais que j'avais une grosse flèche derrière qui arrivait. C'est l'objectif et déterminer le moyen de partenariat de manière à ce que vous puissiez vous piloter et être sûr dans la négociation de partenariat de ce dont vous avez besoin vous. Donc, c'est fondamental avant de vous confronter à une discussion, à une négociation avec un partenaire potentiel sur ce qui est vital pour vous dans l'intention et dans ce qui vous anime, qui est propre à vous d'ailleurs. Hein. Ça, personne n'a droit de juger votre ambition et vos objectifs, mais c'est ce qui va animer l'objet et le moyen du partenariat que vous allez activer en face. Alors, qui peuvent être ces partenaires? Où est-ce que vous pouvez les trouver? Ça peut être un client qui est partenaire, un client avec qui vous traitez, ça peut être un partenaire. Il peut répondre à ce moyen que vous n'avez pas aujourd'hui. Mais vous avez aussi le distributeur. Dans votre écosystème, vous avez aussi les financeurs qui peuvent être des partenaires, les fournisseurs, les concurrents, je vous ai mis les laboratoires, j'ai même mis les collectivités. Tous ces acteurs de l'écosystème sont des potentiels partenaires qui peuvent vous apporter ce moyen dont vous avez besoin pour pouvoir atteindre l'objectif que vous jugez pertinent pour votre entreprise. Je vous ai mis également où est-ce qu'on peut les trouver, comment on peut faire pour pouvoir les retrouver. Il y a les carnets de contact, puisque je parlais de votre écosystème. C'est de les rencontrer directement. Hein. Alors, voilà, les réseaux sociaux digitaux, ça peut être un moyen également. Alors moi, je suis moins experte des réseaux sociaux digitaux, mais j'ai écho et j'ai des témoignages de personnes qui arrivent à mettre au point des relations partenariales avec un contact qui a été fait sur LinkedIn, par exemple, pour ne pas les nommer. Une base de données spécialisée peut être une source pour trouver des partenaires. Des déposants de brevets sont des potentiels partenaires. Ils ont déposé un brevet, mais ils ne savent pas le commercialiser. Et vous avez les clés de commercialisation ou vous avez le marché en question.
la zone de chalandise. La publication de presse scientifique vous permet d'identifier les nouvelles innovations, etc. Les clusters, les pôles sont vraiment des lieux d'innovation et de compétences, d'expertise. Enfin voilà, donc ça c'est pour vous donner des billes pour répondre ou anticiper à une question, mais où sont mes partenaires, hein? Et comment on construit du coup un partenariat équitable? Eh ben, j'allais vous dire le mode projet. Le mode projet, c'est la meilleure manière possible. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'accompagne depuis 20 ans. Donc, il y a des étapes, c'est long, hein, mais les projets équitables, durables et responsables sont longs à mettre en place. C'est pour ça que généralement, quand on met en place des projets pour vite avoir du profit, généralement, il y a un impact social, un impact environnement négatif. Donc, effectivement, pour veiller et contrôler les impacts et veiller à ce qu'il y ait quelque chose d'équitable et de respectueux envers les collaborateurs et l'environnement et la nature, bah, il faut prendre du temps. Voilà, donc ça c'est une clé. Donc, en fonction des priorités que l'on a. Voilà, donc c'est long à mettre en place, mais quand ça se met en place, c'est durable. Alors, la première étape, donc je vous le disais, c'est déjà vous, votre objectif. Hein, quel est l'objectif que vous avez en tête et quels sont les moyens qui vont faire le point pour pouvoir mettre au point votre projet. Ensuite, vous recherchez les partenaires. Ensuite, il vous faut effectivement, là, vous entourer d'avocats, de juristes. Hein. Moi, je peux préparer, par exemple, dans mes jobs, hein, je travaille souvent en amont d'un juriste, je prépare en fait tout le temps de négociation, de prise à partie, de trouver le point de consensus. Donc, ça demande beaucoup d'échanges, de discussions, des fois vachement animées, pour arriver à trouver des points de consensus qui feront, une fois rédigés, l'objet d'un article, d'un cahier des charges spécifique qu'un juriste rédige. Hein, voilà, moi, j'aide à formaliser les points de consensus. Mais voilà, on sécurise le financement, donc auprès de ces banquiers, de ces partenaires financiers, le juridique, les obligations, les propriétés, donc tout ça, hein, on le sécurise bien, on anticipe. Ensuite, donc, on met au point ensemble avec son partenaire les indicateurs de progression et les indicateurs, les vôtres en tout cas, parce que vous avez votre indicateur, c'est celui qui va indiquer que l'objet de votre partenariat progresse. Si jamais votre objet est de couvrir une zone de chalandise beaucoup plus importante, les indicateurs, ça va être peut-être le code postal, puisqu'on en parlait tout à l'heure, le numéro de département, ou en tout cas qui va vous permettre, donc l'indicateur, de voir que ce partenariat vous permet effectivement d'atteindre l'objectif que vous souhaitez, qui est d'étendre votre champ d'intervention économique. Votre partenaire aura ses propres indicateurs, mais c'est important qu'ils soient définis et évalués ensemble et suivis. Et effectivement, on conclut avec des bilans intermédiaires régulièrement, et c'est ça qui est long et qui est important pour garder la confiance avec son partenaire. On va faire des points réguliers. Il y a des fois des ajustements sur les moyens, sur les techniques, sur la façon de travailler, sur la façon de collaborer, sur des couacs qui aurait pu y avoir, ou sur la pertinence des indicateurs qui sont plus au point, ou justement la qualité des indicateurs qui remontent, ou le manque de régularité des indicateurs. Enfin voilà, tous ces points-là sont des points importants à voir régulièrement pour ne pas qu'il y ait des animosités. Et vraiment, c'est une clé de communication d'ailleurs. Hein, le mode projet garantit justement ce lien permanent avec son partenaire de manière à veiller à ce qu'il y ait un lien continu et qu'il n'y ait pas de quiproquos, de sous-entendus, de choses et de préjugés parce que faute de communication. Donc ça, moi, j'y suis très attachée, de faire un plan de bilan intermédiaire régulier. Et la visio, d'ailleurs, n'empêche en rien de tout ça. Hein, j'ai pu travailler toute cette année quasi exclusivement en visio, avec des partenaires, même multiples, à partir du moment où on a un fil conducteur, ou une structuration, ou un plan d'action, et des engagements qui ont été formalisés en amont, ça se suit et ça se fait. Hein, voilà, il faut juste être très rigoureux, méthodique et puis à l'écoute et à l'échange, hein, parce que votre partenaire peut avoir des exigences comme vous avez les vôtres. Hein, donc ça, c'est important. Donc voilà, moi, ce que j'entends par le mode projet. Et en fait, c'est quoi le mode projet? C'est élaborer le projet, analyser les risques, sourcer les compétences, j'ai pas tout mis, hein, mais budgétiser, protéger la propriété intellectuelle, ça, c'est pas ma partie non plus, mais j'en parle parce que c'est important aussi de s'entourer dans son équipe en tant qu'entrepreneur d'un juriste spécialisé dans la propriété intellectuelle quand il s'agit effectivement d'échanger des informations qui sont précieuses pour la protection de votre entreprise. Voilà, il s'agit de planifier, de piloter, de suivre, de contrôler. Hein, voilà. Donc, ça, c'est de la gestion de projet.
Alors, à moins qu'il y ait des questions à ce stade, oui. Le bonus. Ouais, tiens, il y a le bonus. Alors, le bonus, c'est pour vous faire un petit clin d'œil et de vous proposer de voir en fait votre entreprise et celle des autres d'ailleurs, mais en tout cas la vôtre, hein, avec une approche de mon entreprise est une histoire d'alliance. Et pour l'illustrer, je vous rapporte en fait une entreprise avec laquelle j'ai co-animé un MBA sur l'alliance en avril. Non, ça avait été reculé à cause du Covid, je crois que c'était juillet du coup. Et en fait, voilà son histoire. L'histoire, c'est 3 professionnels, 3 experts, 3 compétences. Je crois qu'il y a un commercial, ça c'est sûr, un ingénieur et un chercheur. Je suis moins sûre là-dessus, mais en tout cas, voilà. C'était 3 expertises qui, en 2010, se rencontrent et mettent au point un produit. En 2011, ils arrivent à obtenir une première levée de fonds qui leur permet de faire un essai technologique qui les a confortés, de se déployer commercialement avec un appui leader européen. Et puis, l'un des 3 avait un contact en Allemagne qui leur a permis d'avoir une entrée sur l'Allemagne. En 2013, ils obtiennent une deuxième levée de fonds qui leur permet d'aller beaucoup plus loin dans l'innovation technologique et de pouvoir avoir des moyens pour s'ouvrir commercialement sur le marché des pays de l'Est. 2016, l'histoire continue à la progression et l'étendue commerciale, l'étendue territoriale et l'innovation technologique. Et finalement, qu'est-ce que c'est que cette progression-là dans laquelle chacun pourrait se retrouver avec des échelles plus ou moins importantes de partenariat et d'ambition et de taille, hein. Mais finalement, à travers ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est pas un partenariat au départ qui est à l'origine de l'histoire de l'entreprise? L'entreprise existe parce que c'est l'association de 3 compétences. Est-ce que ce n'est pas un partenariat financier qui permet ensuite à l'entreprise de pouvoir créer des levées de fonds, grâce à la levée de fonds, créer de l'innovation et pouvoir avoir les moyens de se développer commercialement? Est-ce que c'est pas le fait de s'appuyer sur un leader européen, du coup un grand groupe qui leur permet d'accéder sur le marché? Est-ce que c'est pas le fait d'avoir un ami, même si c'est l'ingénieur qui a son ami, etc., et qui permet d'avoir derrière un partenariat sur le développement commercial, etc., etc. Donc, en fait, votre entreprise, c'est une succession et une suite de partenariats. Et comme on l'a vu avec le graphique au tout début de l'intervention, voilà, il y a des tout petits partenariats, des partenariats à courte durée avec une faible implication, mais en fait, nous sommes dans un écosystème. Quand vous créez votre entreprise, vous êtes dans un véritable écosystème et que vous pilotez. Et donc, c'est votre capacité à mettre en réseau tous ces experts, toutes ces compétences auxquelles vous savez vous entourer, qui font que votre entreprise fonctionne. Et j'aime à dire, en fait, vous avez mis au point maintenant un rouage qui tourne, voilà, et qui est huilé, et qui fonctionne parce que, voilà, vous avez su activer tout ça. Et je pense que de prendre conscience que vous avez piloté peut-être sans conscience ces partenariats, je pense que c'est super intéressant parce que ça nous permet de piloter la stratégie de développement de sa propre entreprise d'une autre manière. Donc, en tout cas, moi, je vous remercie beaucoup pour en tout cas, les quelques questions qu'il y a eu et puis la participation active future qui va arriver, puisqu'effectivement, j'ai hâte d'avoir des échanges et des partages. Je ne sais pas si au niveau du timing, on est bon. Hein? Ah oui, je vois que Pierre s'est excusé de l'interruption. Oui, j'ai hésité un temps, puis je me suis dit, bon, allez, plutôt que d'aller plus loin. On est lancé. Donc voilà. Mais c'est vrai que le modèle coopératif, c'est un modèle qui est peu apprécié des consulaires, hein, pour ne pas les nommer, puisqu'effectivement, ce n'est pas un numéro ciré qu'ils enregistrent en supplément. Puisqu'en fait, un numéro ciré pourrait représenter, par exemple, moi, la SCOP dans laquelle j'ai toujours des parts, qui est une des plus vieilles SCOP qui existent en France, qui est Oxalis, parce que je vais l'écrire, Oxalis, SCOP, elle a 35 ans d'âge, je crois. On est 400 entrepreneurs sur cette coopérative. Et il y a un seul numéro ciré. Donc forcément, les consulaires qui en fait sont évalués sur leur performance à enregistrer de nouvelles entreprises ne font pas la promotion des coopératives parce que c'est pas leur avantage. Après, les coopératives, moi je suis quelqu'un d'assez objectif dans tout ça. Ce qui est d'extraordinaire, c'est que ça permet de mutualiser, ça permet à des gens qui ont peu de moyens au départ, qui viennent d'un milieu salarié essentiellement, qui n'a pas forcément eu d'épargne, de pouvoir démarrer dans des bonnes conditions
en mutualisant et en étant entouré de conseils avec un réseau, etc. Et c'est fantastique. Après, le pendant, c'est la gouvernance. On est dans un mode de gouvernance où c'est une personne, une voix. Et moi, j'ai vu, donc c'est en Haute-Savoie, hein. Je crois que j'étais allée pour l'Assemblée générale, puisque ça vient de Haute-Savoie, Oxalis. J'ai passé des week-ends entiers à une Assemblée générale jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord sur les points à voir. Et donc, la démocratie poussée à son paroxysme est peut-être pas pertinente en agilité économique. Voilà, ce serait peut-être la limite que je trouverais. Donc, moyen extraordinaire de se lancer. Alors, donc, on a Nathalie qui nous parle de ses partenariats exclusivement liés à des objectifs de communication, mais ouvre aussi à des opportunités de partenariats commerciaux. Oui, je ne sais pas comment je peux rebondir là-dessus, Nathalie, parce que votre activité, quelle est-elle ? Alors, votre pratique est intéressante. De mon côté, les partenariats que je mène sont presque exclusivement liés à des objectifs de communication. Je suppose que vous êtes une agence de communication. Mise en place de partenariats de communication. Oui, ben voilà, ouais, pour la cause. Oui, mais pour vous aussi, c'est-à-dire que considérez que les clients avec qui vous travaillez sont des partenaires, si ce n'est pas déjà fait, hein, mais c'est des partenaires, parce qu'en fait, vous êtes apporteur de solutions. Ils ont besoin de quelque chose et c'est vous qui l'apportez. Donc, en échange d'une relation financière, vous apportez une compétence qu'eux n'ont pas et donc on est déjà dans une relation d'échange et de partenariat. Voilà, donc on est en phase, d'accord. Donc, je lis du coup, hein, si jamais on l'enregistre et qu'on ne voit pas le lien, mais effectivement, je suis indépendante, me dit-elle. Voilà, et tout à fait en phase sur la relation de partenariat. Après, à votre titre également, donc là, vous raisonnez partenariat en tant qu'apporteur d'objets, mais effectivement, il peut y avoir des partenariats dont vous auriez besoin. Et comment inciter justement, hein, ça peut être le développement commercial, bien souvent, ça revient assez souvent, ça, oh là là, je ne suis pas bon commercial. Donc, il peut y avoir des partenariats là-dessus. Je crois qu'on va pouvoir faire un sujet sur les scopes parce que Pierre, du coup, Elle a d'autres des questions, ouais. voilà, nous dit qu'il lui semble du moins que l'État favorise dans les marchés publics les scopes. Ouais, je n'ai pas non plus cette... En fait, l'avantage, effectivement, hein, moi, quand j'ai démarré à Cadiz en 2011, novembre 2011, comme je venais de gérer une coopérative d'activité et d'emploi, je ne me voyais pas comment me lancer autrement que par coopérative, hein. J'étais militante et je le suis toujours d'ailleurs, hein. Donc, je l'ai démarré dans Oxalis. Et effectivement, ça a été extraordinaire parce que moi qui n'avais aucune référence sur les marchés publics, je suis arrivée sur une scope qui faisait 4 millions de chiffre d'affaires avec 300 salariés. Donc, forcément, les marchés publics, même les marchés européens, mais c'est finger in the nose, quoi. C'est d'une facilité déconcertante. Alors, on s'associe très facilement. L'avantage pour les collectivités, c'est qu'en fait, on se retrouve avec un seul numéro ciré, des tas de salariés, la capacité en fait de remplacer un salarié, parce que c'est ça que réfléchit une collectivité quand elle prend un prestataire, c'est se dire si jamais il y a des malades, si jamais il y a un problème financier, etc., etc. Mais une scope qui fait 4 millions de chiffre d'affaires, qui a tant de salariés, elle inspire confiance sur sa capacité à une continuité de service. Et donc, du coup, ça m'a permis, moi, de démarrer pendant les 2-3 premières années sur du marché public et de décrocher des marchés publics assez facilement. J'avais 25% de taux de retour, quoi. Marché public, c'est rare, hein, mais 25% de taux de retour. Moi, je me positionnais, j'étais toute seule, mais j'avais derrière moi 300 salariés et 4 millions de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, ils sont à 8 millions, hein, je crois. Donc, voilà, c'est toute la stratégie. Donc, c'est pour ça que les collectivités apprécient. Après, il faut savoir surfer aussi, pardon Hélène, je te sens, il faut savoir aussi surfer ou être conscient qu'il y a des modes, hein. Il y a la mode aujourd'hui de la responsabilité, de l'éthique, du responsable, et le monde coopératif est un mot un peu aujourd'hui qui va rassurer. Voilà, dès lors que donc une collectivité va se dire tiens, c'est pas des gains, c'est pas des entreprises à profit et à business, du profit pour du profit, c'est des entreprises qui ont déjà une approche éthique dans le management, puisqu'on est dans une approche où une personne, une voix, le mode de gouvernance est démocratique. Donc ça plaît beaucoup.
également. Hein. Donc, c'est ce qui fait que du coup, on peut décrocher des marchés plus facilement sur certains secteurs d'activité. Hein. Voilà, la démocratie participative, comme c'était ça l'objet d'un partenariat qu'on avait travaillé ensemble pour un projet européen. Voilà, dès lors qu'on est sur de la démocratie participative, sur du développement territorial, voilà, on se retrouve avec des collectivités alertes par rapport à ça. Mais dès lors que on est sur du gros marché business, effectivement, ils sont moins. Voilà, tout dépend le sujet que l'on traite avec une coopérative. Ouais. On a donc Pierre, du coup, qui nous envoyait un lien là, dans le question-réponse. Alors, pour le coup, Pierre, le lien, je le connais bien. Effectivement, il traite des marchés réservés. Il faut savoir que les marchés réservés c'est une prérogative, enfin, ce sont de nouveaux codes des marchés publics qu'il a initié et qu'effectivement, c'est ce que disait Fanny, c'est quand même réservé à certains segments d'achat exclusivement et à chaque fois à certains segments pas forcément que les scopes. On a certains marchés réservés qui sont réservés aux entreprises d'insertion pour les personnes handicapées, on en a d'autres pour les régies de quartier, etc. Et qu'effectivement, c'est quand même une minorité portée par généralement le donneur d'ordre et souvent par la collectivité, qui donc est assez inégale en fonction du lieu et du territoire sur lequel on se trouve, puisque ça peut être, bon, par exemple à Toulouse, il y a une forte volonté là-dessus, et donc c'est réfléchi en conséquence, mais qu'on ne peut pas aller sur tous les segments d'achat. Effectivement, par exemple, il y a beaucoup en espace vert, en nettoyage, etc. Mais on ne peut pas dire que ce soit généralisé et c'est généralement des petits marchés. Des petits marchés. On a Sandra qui, du coup, pose une autre question à Fanny. J'ai longtemps travaillé dans des sociétés de services en ingénierie avec des grands groupes industriels. Il est pratiquement impossible d'entretenir des relations équitables partenariales avec ces grands groupes qui sont en position dominante. Quel est votre conseil dans ce type de cas? En fait, il faut faire des entrées. Bon, moi, j'ai jamais traité avec les grands groupes. Hein. Moi, c'est pour ça que je vous ai rapporté l'expérience de 3 startups parce que c'est véridique. Hein. Je crois qu'il faut du cran, de l'audace. En tout cas, les 3 personnes en question qui ont dirigé ces startups et qui ont traité avec ces gros groupes ont un certain charisme, une certaine audace, une certaine détermination. Et après, effectivement, sont acharnés, parce que j'étais en train de réfléchir en même temps, je ne me souviens pas qu'aucune des 3 n'avait une entrée privilégiée. Aucune des 3. Et au contraire, c'était vraiment des personnes qui n'avaient, si ce n'est dire, que l'atout de l'innovation qu'ils avaient mis au point. Donc, en fait, c'est quand on est audacieux et qu'on a un discours un peu différent, je le suppose. Hein. Moi-même, je n'ai jamais eu à traiter, hein, c'est pour ça avec les grands groupes. Mais il faut. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vu. Et je n'ai pris que 3 exemples, parce que c'était ceux que je connaissais le mieux. Mais pour avoir traité avec d'autres startups, notamment sur l'école des mines d'Alès, qui traitaient déjà avec des groupes. Alors, je ne sais pas, puisqu'à ce moment-là, je ne traitais pas sur ces sujets-là, mais je ne sais pas par quels moyens, etc. Mais souvent, il y a la mise en relation vous voyez, souvent, j'ai des business angels, j'ai une mission pour mettre en place donc, des antennes de business angels sur le territoire Occitanie. Ces business angels sont souvent des gens qui ont dirigé dans des grands groupes. Donc moi, mon premier réflexe, si j'ai une start-up qui cherche, je ne sais pas moi, une entrée dans GDF, j'ai quelqu'un, je sais très bien, et qui on peut. Et donc déjà, on peut arriver à remonter de contact en contact. C'est une façon de créer du partenariat aussi, hein, de recommandation en recommandation et d'avoir le bon interlocuteur en face. Voilà, moi, j'userais de cette manière-là. Mais franchement, hein, la personnalité, la détermination, c'est phénoménal, hein, parce que ces personnes que vous voyez, que si j'arrivais à vous les présenter, sont surprenantes, hein, et n'avaient jamais eu aucun contact avant, hein, et ont décroché ces partenariats. Donc effectivement, dans la pratique, oui, mais je crois qu'il ne faut pas se laisser impressionner. Voilà, je ne sais pas, je pense qu'on a chacune, du coup, Sandra, la vision des choses, et forcément, vous en savez plus que moi d'ailleurs, hein, sur les groupes, puisque vous y avez travaillé. Sandra, pardon, te dit que tu as raison quant aux qualités personnelles des interlocuteurs des startups, mais que c'est surtout une question aussi de produit ou de service qui est suffisamment différenciant voilà, pour se mettre aussi dans une position un peu plus. Ouais, ouais. Effectivement, il faut être très différent. Ouais. Il faut. Oui, c'est vrai que les 3. Et elle te remercie vivement. Ouais, ouais, ouais. Mais oui. Fanny, Pardon, tu dis?
demandais si les gens, si ceux qui s'étaient pas exprimés avaient des petites questions pour Fanny. Oui, oui, oui. Et puis après, ben, je peux prolonger. Mais c'est vrai que s'il y a un sujet... Ah bah les profs, en tout cas, sont intéressés. Hein. Et oui, eh ben, j'ai accompagné du coup une coopérative d'activité d'emploi là, pendant la période du premier confinement. Et effectivement, comme je l'ai géré de l'intérieur, j'ai à la fois la vue de l'intérieur, de toute la particularité du business model qui est vraiment spécifique en interne, et la vue en tant qu'entrepreneur moi-même. Et ça a été très utile, ouais, très très utile. Ils ont vraiment apprécié le travail de conception justement et les mises en garde d'organisation de cette coopérative. Donc voilà, il y en a de plus en plus. Hein. On est aujourd'hui dans une société qui évolue de plus en plus vers de l'entrepreneuriat, vers de l'indépendant, au détriment du statut de salarié. Et ces indépendants, s'ils n'ont pas de culture entrepreneuriale, parce que dans la famille, on a tous été salariés, voire fonctionnaires, s'ils n'ont pas même l'appétence ou comment dire, ou pas de crainte, hein, parce que entreprendre, ça fait peur, hein, surtout en France, c'est pas culturel. Hein. Et il y a de plus en plus de groupements qui existent et les sociétés de portage salarial et les coopératives sont en croissance. Vraiment en croissance. Hein. Alors, à distinguer, les sociétés de portage salarial, en fait, leur business, c'est de mettre à disposition du numéro ciré. Le principe juridique est exactement le même que les SCOP et les SIC, hein, c'est la même chose, mais les SCOP et les SIC, c'est développer un entrepreneuriat autrement, un entrepreneuriat coopératif, alors que les portages salariales, c'est une mise à disposition du numéro ciré, leur business, c'est de vous louer quelque part le numéro ciré. Hein, et le principe, c'est pareil, c'est un contrat de travail. Et j'ai de très bons contacts avec des principaux directeurs des portages salariales sur Montpellier, et oui, ça marche à fond, parce qu'effectivement, on se retrouve avec des gens tout seuls qui se retrouvent à entreprendre tout seuls, mais qui n'ont pas les clés et qui sont au gré, justement, Sandra parlait de la pression des grands groupes, mais tout simplement de la pression d'autres entrepreneurs un peu plus importants, et il faut arriver à négocier, à défendre sa rémunération, parce que c'est ça l'impact. Hein. L'impact, c'est que des entrepreneurs qui ne savent pas bien négocier et qui craignent, ils ne sont pas bons en négociation au détriment de leur propre rémunération. Et derrière, c'est leur vie privée, leur ménage qui en impacte. Donc, de plus en plus de monde dans les coopératives, de plus en plus de monde dans les sociétés de portage salarial. Oui, oui. Et j'ai présenté d'ailleurs un article là-dessus. Ah, mais je pourrais vous le mettre en lien. Sur ma chaîne YouTube, j'ai mis justement, je vais vous copier-coller, la présentation d'un sujet, ce sujet de recherche que je fais depuis quelques années, justement, sur la tendance à l'entrepreneuriat. Je vais vous le partager. Alors, pour répondre à Sandra qui demandait comment elle pouvait entrer en communication avec Fanny, on va envoyer dans la journée, hein, Fanny ou moi, je ne sais pas encore, on va voir, la présentation, et à la fin de la présentation, vous avez toutes les coordonnées de Fanny. Si c'est moi qui vous l'envoie et si c'est elle, de toute façon, vous aurez ses coordonnées, donc pas d'inquiétude. Oui, sinon. Bon, là, je ne sais pas si ça se voit, mais j'ai mis un lien avec justement. Donc, je vous ai mis mon lien avec le site internet. Je pense que tu l'as envoyé. Je ne sais pas si tu l'as envoyé. Moi, je ne vois que aux conférenciers, mais je ne vois pas les gens. Dites-nous si vous voyez ce que vous a mis, Fanny. J'ai mis à tous les conférenciers. Et participants, il faut mettre. À tous les conférenciers. Ah, d'accord. Alors, ok. Donc, je copie-colle, je mets conférencier, tous les participants. D'accord, ok. Donc là, le lien que je vous mets, c'est justement la vidéo qui dure, je crois, 15 minutes, quelque chose comme ça, qui est relatif à l'article de recherche sur l'indépendant, hein, voilà, le travailleur indépendant. Et je vous ai mis également le lien de mon site web. Voilà, vous avez tout dessus. Et bien volontiers, effectivement, d'entrer en direct, en contact, de se faire une visio ou d'échanger. Enfin, il n'y a pas de souci, avec plaisir. C'est le but, justement, hein, qu'Hélène, tu nous proposes là, c'est de pouvoir se rencontrer et élargir nos champs de connaissances.